Puis eux, ils pouvaient pas me garantir de contrat avant la pré-saison parce qu'ils voulaient me voir jouer. Si j'y vais à 100%, puis ça va marcher. C'est des gars que je m'inspire. Mettre autant d'argent sur le banc quand tu as encore un manque à gagner aussi important par rapport aux autres clubs de la Ligue sur le terrain. À quel point il faut augmenter la pression? Non, chaque attend jamais. C'est-tu vraiment du CF Montréal dont on a besoin ou de Taylor Swift? Et le stade olympique a carrément explosé! Le stade a explosé! Au fond des filets! Dans le haut de la boîte à pain! Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de Plein Axe. On est dans le mois de juin, toujours pas d'été, mais dans le mois de juin. Ouais. Come on. Fait soleil. Il fait beau, mais... Fait soleil. Mais non, écoute. Frédéric Laure avec vous, en compagnie de... Olivier Brett. Je veux juste mettre quelque chose au clair. Dans le dernier épisode, déjà? j'ai été polémiste, mais je le suis. En fait, c'est un problème. Il y a... je brasse de la marde. Qu'est-ce que t'as dit? Juste mettre quelque chose au clair. Les chats en laisse, là, ça m'est revenu pas mal, OK? Ah oui? Les gens sont fâchés. J'ai froissé des gens. Pas vrai? Je vais vous dire que si vous promenez votre chat en laisse, c'est votre droit, OK? Mais là, puis moi, tu sais, j'ai ça, les animaux en gros, tu sais. Fait que j'ai pas de parti pris, j'ai pas de billet. Fait que je call it like it is. Je suis un analyste crédible et un observateur de la vie qui adapté. Vous perdez tout l'avantage compétitif du chat par rapport au chien quand vous le mettez en laisse. C'est comme vous voulez, mais tout l'avantage compétitif du chat par rapport au chien est nié par cette liste-là. OK. C'est réglé? C'est réglé. Aujourd'hui, vu qu'on est dans la pause, on est un peu entre deux. La Coupe du Monde s'en vient, là, puis on sent l'effervescence, mais aussi on vient de quitter la MLS. On est dans ce break-là. On va avoir Charles-Émile Brunet en entrevue. De Nashville. Du Nashville SC, qui est le fils de notre collègue Mathias, mais qui est surtout le milieu de terrain de Nashville, un milieu de terrain québécois qui est en train de faire une belle carrière, ou du moins qui commence ce qui semble être une belle carrière. On est allé dans la gimmick aujourd'hui. Ah oui? Oui. Pour ce qui va encadrer ça, on va prendre les trois grandes questions existentielles qui turlupinent, 1, le CF Montréal, et 2, la MLS dans son entier aussi. Parce qu'on va être all-in Coupe du Monde la semaine prochaine. Là, je pense que le dossier du dévoilement de l'effectif du Canada est un bon exemple qu'on peut peut-être attendre les matchs de cette semaine avant de vraiment statuer pour le Canada ou le reste de la Coupe du Monde. Il y a Marcelo Flores, pas plus tard qu'hier, qui s'est déchiré hier ou avant-hier? Je suis un peu mêlé. C'était samedi, hein? Samedi. Qui s'est déchiré le ligament Coupe croisé. des champions de la CONCACAF. 24 heures après avoir été nommé pour ce qui allait être sa première Coupe du Monde et sa première expérience en tournoi après son transfert de l'équipe nationale mexicaine au Canada. Sera pas là. Donc, la semaine prochaine, on va être World Cup heavy, mais là, CF Montréal et MLS. Commençons par le CF Montréal. Quels sont, et c'est l'exercice à lequel on s'est astreint, c'est-à-dire quelles sont les trois grandes questions qui vont rythmer le reste de la saison du CF Montréal, OK? Parce on va se concentrer sur l'année 2026 aussi. C'est ça le défi. Et les trois grandes questions, c'est pas qui va remplacer Luca Petrasso ou qui va être recruté justement pour être le troisième gardien de but ou whatever. C'est vraiment les trois grandes questions qui vont même peut-être, percoler dans le mainstream en général. Pour combien de temps, là? On a un horizon c'est là. Pour la fin de l'année. Mais en même temps, okay. ça va être c'est des trucs qui vont aller ça plus loin. Ça a un impact sur la durée, on est d'accord. Des questions à laquelle il faut répondre, ou du moins qu'on va se poser ou qui vont rythmer le reste des choses. Veux-tu commencer ou j'y vais? Vas-y. Première question, en fait, celui-là, c'est sûr, c'est certain. C'est qui le coach? Moi, je voulais te dire, parce qu'on en parle depuis le début, puis c'est une affaire qui revient. Est-ce que Lafroy va revenir à intérim? Est-ce qu'on prolonge son intérim? Est-ce qu'on le prolonge aussi? Est-ce qu'on le fait officiellement entraîneur? Ce que je peux rajouter à l'édifice ou à la conversation à ce sujet-là aussi, c'est l'exemple de Philadelphie qu'on a. Philadelphie, l'Union, c'est une équipe comme Montréal qui n'est pas nécessairement une équipe qui dépense beaucoup en MLS. Non. On est dans le bas du tableau, mais on a du succès depuis les 10 dernières années. Il y a eu du méga succès là-bas. Bon, juste parenthèse, ils dépensent plus tout de même que le CF Montréal, si ce n'est qu'en frais de transfert. Ces dernières années, 2 dernières années, c'est à peu près 10-15 millions qu'ils ont fait en transfert. Toi, les dépenses dont tu parles, c'est en salaire. En salaire, en général. Puis dans l'effectif aussi, dans notre désir de re-signer, puis tout ça. Bref, c'est une équipe qui fait partie des
plus petites dépensières en MLS, des plus petites masses salariales. L'exemple de Philly est probant pour la suite des choses du CF Montréal. Qu'est-ce qui fait que Philly a eu du succès ces dernières années? La stabilité, d'abord. Stabilité, direction sportive. Andy Tanner, malgré le fait que ce soit quelqu'un de toxique, il a bien travaillé au niveau sportif. Et Jim Curtin a été là depuis longtemps. Plutôt que d'expulser constamment des coachs à gauche, à droite, malgré des mauvais débuts, malgré des moments difficiles dans les premières années de Jim Curtin, on est resté avec lui, on a insisté, on l'a aidé, on lui a donné des outils pour être meilleur, pour continuer à être meilleur. Il s'est bien arrimé avec Tanner, puis cette stabilité-là de Jim Curtin comme entraîneur et le directeur sportif a permis à cette équipe-là d'avoir des performances. L'autre chose, il y a un système de jeu. T'en as parlé aux autres entraîneurs. À chaque fois que tu joues contre Philadelphie, les entraîneurs disent presque que c'est facile de préparer parce que tout le temps, la même affaire. C'est un système de jeu qui est clair. On sait comment il joue. Même l'adversaire connaît ses principes de jeu. La stabilité du système, ça permet justement de savoir qui tu recrutes puis quel genre d'ailier gauche que tu as besoin. As-tu besoin d'un ailier gauche espagnol qui court pas si vite mais qui dribble ou d'un ailier gauche qui est capable de faire une fusée, les 2 lignes de but en 10 secondes. Puis juste pour clarifier, là, ça va pas bien pour Philadelphie cette année, mais quand tu dis c'est facile de se préparer contre Philadelphie, c'est dans le sens où tu sais à quoi t'attendre. Ça veut pas dire que, puis l'an dernier est un bon exemple, que quand tu arrives sur le terrain, c'est facile pour autant. Là. C'est juste que la clarté est là d'un match à l'autre puis d'une saison à l'autre. Puis, troisième affaire, c'est le développement. Puis là, on s'en sort pas, mais... Écoute, cette année d'ailleurs, c'est la pire équipe de la MLS, l'Union, ceci dit. Je pense qu'il serait un peu meilleur s'ils avaient notamment un gars comme Quinn Sullivan. Encore. Un gars issu du CRU. Non, pas du CRU, du CRU. Ils ont des gars comme Nathan Ariel qui sont devenus des joueurs qui sont pas des joueurs qu'on va vendre, mais des joueurs qui sont de la profondeur. Jack Elliott. Exactement, puis qui restent, mais même, j'allais dire des Samuel Piette qui n'a pas été formé à l'équipe, mais des gars qui... C'est pas les All-Stars là, de la Ligue, mais c'est des gars que t'as pas besoin de réfléchir. T'en as un arrière droit, là. Exact. Il est convenable, puis il est bon même. Il peut t'offrir des performances. Puis ils ont produit aussi une tonne de joueurs, des Mark McKenzie qui va être l'équipe nationale. Vous compterez combien de joueurs de l'Union de Philadelphie sont dans l'équipe nationale américaine. Les Aronson, les McKenzie aussi, il y en a plein. En ce sens-là... Il y en a aussi en Afrique du Sud, là, Macania. Oui, mais ça, c'est du recrutement. Oui, mais c'est un gars que tu es allé chercher qui n'a pas joué pendant 1 an ou 2, puis il a été dans l'antichambre de l'équipe, tu as été capable de le faire tourner avec l'équipe réserve, puis finalement, il est rentré. C'est toujours bien parce que tu as un système qui met en valeur les jeunes puis qui leur permet de s'améliorer aussi. Si tu veux être ça, puis le CF Montréal est ça, t'as plus le choix. Là. Arrêtons de niaiser. Je répète que Montréal, c'est la seule, en fait, avec DC United, les 2 seules équipes qui n'ont pas d'équipe réserve. Si tu veux, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça sportivement pour avoir une ossature, pour avoir de la profondeur, littéralement. Puis deuxième chose, si tu veux vendre, tu vas faire bien plus d'argent sur ton joueur de ton cru que si tu es allé le chercher ailleurs puis tu le renvoies. Après, tu deviens un tremplin. Un n'empêche pas l'autre. Puis j'insiste aussi. Moi, je te parle des revenus, puis de où elle va venir la croissance des revenus? On va peut-être parler du stade olympique plus tard. En ce moment, avec le stade Saputo, la croissance des revenus est presque nulle. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir des trucs VIP encore beaucoup mieux. Tous tes revenus sont en canadien aussi, même chose. Là, tes revenus d'un transfert, mon gars, tu peux les avoir en US. Puis c'est la seule façon que tu vas... Puis ça fait partie du plan d'affaires du CF Montréal, revendre des joueurs. Si tu veux faire ça, il va falloir que tu investisses dans une équipe MLS Next Pro comme l'Union de Philadelphie le fait. Puis comme l'Union, justement, la différence probablement entre l'Union qui paye des transferts, qui paye 15 millions de transferts alors que Montréal en a presque 0, c'est probablement dans ces transferts-là. T'es-tu encore dans le coach, là, ou ça, c'est un deuxième point? Non, c'était dans le coach. C'était dans le coach? Non, parce que Philippe Lafroy va te permettre de faire ça. Là, c'est le mot thème, c'est vous prenez une shot de tequila ou prenez une gorgée de Carlsberg à chaque fois que j'utilise ce mot-là, mais il est structurant. Il va t'aider. Je ne sais pas si c'est le meilleur tacticien, OK? Je ne sais pas, peut-être dans 3-4 ans, là, Philippe Lafroy, il aura fait son temps, puis tu te diras,
il y a un plafond de verre. S'il a fait son temps pendant 3-4 ans, c'est un succès un peu? Non, c'est ça, exactement. Il y a personne qui a fait plus que Pendant 2 2 saisons ans. à Montréal. Mais cette structure-là, puis l'arrimer avec ton académie, puis avec ton système de développement, Philippe Lafroy, il l'a prouvé là, qu'il est capable amplement de le faire aussi. Puis l'autre affaire, tu sais, je parle du binôme Tanner-Curtin. Ça peut devenir un binôme Lafroy-Saputo. Puis moi, connaissant Lafroy, puis face à un directeur sportif recru, je pense qu'il a peut-être besoin de ça parce que Lafroy, il a des défauts, mais parmi ses qualités, c'est no nonsense. C'est un gars qui est constant. S'il décide quelque chose, il va te le ramener d'en face. Il va te dire « Hey, on a décidé ça. » Pas demain matin, là, c'est pas parce que... Tu sais, je reprends l'exemple de Jesse Marsh qui a reçu Divayo en cadeau comme joueur désigné. C'est un beau cadeau, là, mais c'est pas ça qu'il faisait. Il aurait peut-être été mieux avec un attaquant qui prônait son style à lui pour progresser. Fait que si Lucas Saputo arrive avec un Marco Divayo dans une équipe monsieur, pas... rendu là, quelqu'un qui est plus jeune, c'est une des rares fois qu'il y a un dirigeant qui est plus jeune que moi aussi. Si M. Saputo arrive avec un Marco Divayo dans une structure où ça te demande un fou furieux devant qui court comme un déchaîné pendant 90 minutes, Philippe Lafroy va dire « Il est bien beau ton Divayo, là. Il est bien shiny, là. Mais c'est pas ça dont on a besoin. T'es-tu certain de vouloir ça? » Fait que je pense que ça pourrait faire aussi de Lucas Saputo, qui est un jeune directeur sportif, quelqu'un de meilleur. Moi, Sportivement, j'entends, pas quelqu'un. Justement, moi, ce sera même pas sportivement à ce stade-ci. Parce que je pense que j'en ai parlé là, en long et en large, mes convictions sportives sur ce que Philippe Lafroy a apporté jusqu'ici, puis la certitude que tu as sur le gars que tu ferais débarquer d'ailleurs et le prix qui te coûterait. Parce que si tu vas chercher un Jim Curtin, justement, il va te coûter combien? Il va te coûter 1 million? 2 millions? 1 million? Plus qu'un million. 2 millions? Ah non, plus que ça. L'entraîneur le plus rémunéré, c'est 3-4 en ce moment à MLS. Fait que Jim Curtin, il veut probablement, il veut choisir son projet puis avoir le cash du meilleur coach. Ben Jim Curtin, il a mérité de gagner 2, 3, 4 millions par année pour coacher en MLS. Il a prouvé ce qu'il est capable de faire avec très peu. Imagine ce qu'il pourrait faire dans un club où tu as des moyens. Mais là, tu vas pas aller pomper 2, 3, 4 millions dans un coach quand tu n'es pas capable de racheter le contrat de Sunusi Ibrahim ou que tu refuses de le faire. Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui est un non-sens monumental pour moi. Mettre autant d'argent sur le banc quand tu as encore un manque à gagner aussi important par rapport aux autres clubs de la Ligue sur le terrain, moi, ça compute. Si tu fais les deux, pas de problème. Mais là, si tu fais les deux, c'est un 180 de chez 180. Moi, la raison pour laquelle le coach est ultra important comme décision, si tu y vas avec quelqu'un d'autre, c'est avant hier qu'il faut que tu ailles annoncer ça. Là. Hey, tu reviens, tu joues en coupe, tu joues contre Toronto, tu joues contre Miami, tu joues contre Nashville. Le nouveau gars qui va débarquer, il faut qu'il prépare son équipe. Ça commence à presser parce que Lucas Saputo en même temps, tu dis, tu continues l'intérim de Lafroy. Moi, je suis d'accord avec toi parce que ce serait un luxe de t'offrir. Mais tu prolonges l'intérim. Moi, j'ai pas de problème. Mais garantis que s'il fait les séries, c'est lui le coach. Là, parce que tu peux pas... moi, ça, je suis pas d'accord. On en a parlé. Tu peux pas faire l'intérim pendant 1 an puis recommencer avec un autre gars. Je veux dire, on a-tu fini? Non, c'est pas à cause des résultats. Non, mais moi, ce que je te dis... C'est pas les séries qui vont... C'est pas le trigger. Ben, OK, mais le trigger, il est là. T'auras rien de plus à la fin de l'année que t'as ou que t'as pas là en ce moment. Là. T'as eu 7 matchs. T'as eu 1 an avec Marco Donadel. Tu y as donné, puis il a flippé. Moi, les échos que j'ai là, à gauche puis à droite, c'est que le Donadel qui était là par intérim, c'était pas le même gars. Là. Puis il y a plusieurs personnes qui se parlent pas entre eux ou qui étaient pas autour de la même table qui m'ont dit la même chose. Mais la même chose peut arriver avec le prochain coach qui débarque. The devil you know. Fait que avec Philippe Lafroy, l'autre affaire, c'est là, puis ça va amener à d'autres dossiers aussi, t'as la saison hivernale qui s'en vient. Tu devances des affaires. Non, mais t'as pas les plus grosses assistances en ce moment. T'as un post-Coupe du Monde qui va quand même être tough, puis t'as du recrutement à faire cet été. Là, tu veux-tu encore 22e entraîneur en 13 ans pour le CF Montréal? Statut,
maintenant, ou sinon, si tu amènes quelqu'un d'autre, ben t'es mieux d'être cohérent entre l'argent que tu donnes à cette personne-là, le statut de cette personne-là, puis l'argent que tu vas mettre proportionnellement dans l'effectif. Sinon, moi, je pense qu'on investit à mauvaise place. Tu sais, ce serait quoi? Ce serait d'avoir Victor Wanyama à 3 millions comme joueur désigné dans une équipe qui n'a pas d'attaquant joueur désigné. C'est intéressant. Je comprends ton point. On a réglé le coach. Les deux, on avait le coach. Bon. Non, mais c'est l'affaire la plus tough. C'est l'affaire la plus tough. Tu dis... Qu'est-ce qui est tough? Trouver les ressources humaines, en sport particulièrement, trouver un coach qui a de l'allure. Puis en même temps, je reviens au... indépendamment, tu dis, là, Marco Donadel qui a flippé, là. Qu'est-ce qu'il te dit que... Puis là, tu vas dire, je le connais. Qu'est-ce qu'il te dit... Réponds pas, là, parce que moi, je pense que théoriquement, il y a quelqu'un qui va peut-être flipper. Non, Philippe? mais c'est rhétorique, là. Il pourrait peut-être flipper, lui aussi, parce que peut-être... Moi, mon point, c'est que c'est la structure... Pour ça que je te répète structurant, puis pour ça que j'en ai fait un drinking game, je pense qu'il y a besoin de stabilité, il y a besoin de structure. Puis s'il y en a un qui est structurant là-dedans, c'est bien là. C'est ça, fait que les deux, on dit signe-les. Go. Deuxième question, grande question, qui va rythmer la suite des prochains mois, en fait, du CF Montréal, c'est le stade olympique. Moi, j'en reviens pas comment c'est devenu aussi. Ça devrait être encore plus une méga bombe, mais il y a vraiment un moment qui se passe dans l'histoire du CF Montréal, le stade olympique. Cette histoire-là sort à un moment où le Canadien n'est pas sur la run qu'il y a eu ce printemps. C'est une bombe atomique. Ben oui. Pas sûr, mais bon. La vie est courte, mais c'est long des petits bouts. Ça va arriver vite. Parce qu'on sait déjà, d'ailleurs, j'ai écouté ce que plusieurs ont relayé ces médias sociaux, l'enquête les crédits à l'Assemblée nationale. Puis est-ce que la saison 2027-2028 du CF Montréal est en péril? Hey, elle jouait déjà pas là. Le stade olympique n'était pas prêt pour 2028. Mais déjà, question, 2027-2028, là, il les joue où, ces matchs-là d'hiver? C'est 2-3 matchs supplémentaire qui est, tu sais, parce que tu me poses la question, MLS, non, mais oui, mais encore là, c'est rhétorique. Je ne pose pas la question, je pose la question à l'univers. C'est-à-dire que quand la MLS a fait cette transition-là, ils ont fait une présentation très claire pour rassurer les partisans, pour rassurer tout le monde en disant c'est probablement le même calendrier. C'est juste qu'il y a 1 ou 2 matchs. C'est 91% des matchs qui seront dans les mêmes fuseaux horaires ou dans les mêmes plages horaires qu'à l'époque. Donc, ce qui était juste pour remettre les gens en contexte, particulièrement important pour Minnesota United, par exemple, qui n'a pas d'option comme le CF Montréal pour jouer à l'intérieur. Fait que eux, là, tu joues dehors en février, tu joues dehors en février. Bref, dans 27-28, là, ces matchs-là qui auraient pu être au Stade olympique sont où? À Fort Lauderdale? Ben, ou sont juste... Moi, cette saison-là me dérange absolument pas. Au même titre que la saison d'après commence à me déranger vraiment beaucoup. C'est ça l'enjeu, parce que tu peux demander à la MLS de te faire un front-load puis un back-load de match à domicile, puis tu regardes si ça rentre. Moi, je pense que tu as 1 ou 2 matchs là-dedans qui ne rentreront pas. Ça fonctionnera juste pas de cette manière-là. Tu es joué à Fort Lauderdale, puis tu te dis c'est 1 an, mais c'est 1 an pour les 20 prochaines années, parce que tu sais ce qui va arriver la saison suivante. Là, puis je pense qu'on est d'accord là-dessus, le problème du stade olympique, c'est que tu sais pas ce qui se passe la saison suivante, puis c'est pas juste toi et moi, c'est le CF Montréal qui sait pas ce qui s'en vient. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. T'es pas un joueur de poker, hein? Non. Pour les joueurs de poker qui nous écoutent, là, c'est un jeu de pourcentage, en fait, le poker. Mm-hmm. Puis souvent aussi, l'entrepreneuriat, ça peut être ça. Ou du moins, l'investissement. C'est-à-dire que t'as 2 as dans ton jeu. Tu joues les pourcentages. Tu te dis, ouf, j'ai 75% de chances de gagner. Moi, y aller all-in. Il y a 25% que ça se peut très bien que l'autre ait une couleur puis te batte sur tes 2 as aussi. Mais, bref, il n'y a jamais aucune certitude dans la vie. Puis tu fais des paris à chaque fois, particulièrement au poker. L'idée, c'est de faire des paris où ton pourcentage est le plus élevé, où justement, tu es plus assuré de gagner, je pense. Vous comprenez où je vais aller. Mon point, je vais juste encore ajouter ça parce que j'essaie de rajouter quelque chose que vous n'avez pas entendu nécessairement pour que ça puisse pousser notre réflexion. Lier son avenir au stade olympique, alors que ça fait 40 ans qu'on vivote, pas sûr que c'est un bon move de poker. Faut juste dire ça. Oui, mais si
t'arrives à ce tournoi-là de poker, mais que tu sais que si tu perds, tu ramasses quand même un chèque de 300 ou 400 millions de quelqu'un aux États-Unis. C'est parce que tu ne perdras jamais cette game de poker-là. Soit ça fonctionne ici, parce que là, on parle de business seulement. J'ai aucune idée de ce que Joey Saputo pense, comment il se sentirait là, dans son cœur de gars qui a construit cette histoire-là de club des années 90 à aujourd'hui. De peut être à table, d'être rendu au bar en train de siroter son... Je ne sais pas ce que ça y ferait. Est-ce que ce serait un soulagement? Est-ce que ce serait un succès financier, mais un échec sportif? J'ai aucune espèce d'idée. Mais d'un point de vue strictement business... Tu peux pas perdre cette game de poker-là. Tu as peut-être une préférence pour ta manière de gagner, ici à Montréal ou en passant à la caisse en vendant aux États-Unis, mais moi, je pense que ça change ta manière d'aborder ce dossier-là. Je peux-tu retracer? Tu peux perdre cette game de poker-là, mais tu perdras pas d'argent. Oui, okay. C'est une très bonne manière de le présenter. Tu as parlé de la pression médiatique qui est faite en ce moment. Il y a du lobby. Visiblement, l'autre question qui est sous-entendue par rapport à ma question du stade olympique, c'est à quel point il faut augmenter la pression aussi médiatique et populaire. Parce que... en ce moment, j'ai l'impression qu'on prend la façon de faire qui est très M. Saputo, c'est-à-dire derrière porte close, pas très ostentatoire. M. Paul Wilson fait du lobby aussi. Mais Gabriel Gervais a quand même répondu. Oui, mais une conférence de presse. Ouais, mais c'est pas une conférence de presse. C'était juste pour remettre les gens en contexte. Là. C'était quand il y a eu l'annonce, félicitations d'ailleurs, les Roses de Montréal qui vont jouer un match au Stade Saputo le 29 août. Il était là. Moi, je me serais attendu, justement, la façon Impact de faire, là, c'est on commande pas les rumeurs, puis il aurait pu botter ça en touche. Le fait qu'ils disent « on est inquiet », puis qu'ils virent son systématique depuis 2022 à son arrivée à la présidence, « on est là pour rester, la famille est là pour rester », on travaille pour rester », pour moi, c'était planter quelque chose de majeur. Là. En termes de communication, moi, je m'entendrais, si on parle d'offensive de communication, je m'entendrais à être un peu plus offensif. La preuve, j'ai écouté notamment au 98.5 Luc Ferrandez et Patrick Lagacé qui ont offert les contre-arguments assez faciles, puis pas des contre-arguments négatifs ou en opposition, juste des contre-arguments réalistes en disant « c'est-tu vraiment du CF Montréal dont on a besoin ou de Taylor Swift notamment? C'est-tu rentable? Va-tu falloir payer pour une équipe de soccer à l'intérieur de ce stade olympique-là? Qui va payer? Tu vas pas payer, tu construis ton stade. Non, je sais, mais il y a une location, un entretien aussi. Un entretien, tu partages les revenus. Ils te rendent 20 à 25 événements par année. Taylor Swift, elle vient une fois, mais est-ce 5 que shows lui, par année? Son contre-argument, il disait que justement, ils occupent des plages, les samedis particulièrement, qui sont réservés pour ces spectacles-là, qui, eux, vont faire plus de cash. Non, mon point, parce que puis t'as pas la réponse, mais c'est parce qu'il y a un contre-argument là, ça fait 4 fois aujourd'hui que tu dis « réponds pas à ça ». C'est des super bonnes discussions, puis il est là le défi du CF Montréal. Il y a le sportif, mais c'est pas vrai que parce que t'as 20 fois dans l'année où t'es là, que Taylor Swift, elle peut pas venir. Hey, y a-tu quelqu'un qui a vu le Centre Bell? Il joue 41 fois par année plus playoff. Ça empêche-tu U2, Coldplay puis Madonna de débarquer? Ça, quelqu'un qui m'avance ça, c'est n'importe quoi. Mais, au contraire, juste pour finir, tu t'as fait le toit, là. Puis ça, c'est le bout, là, je pense, qui compute pas dans la tête de tout le monde. Puis je comprends pourquoi, parce qu'on n'a pas voulu s'avancer. Déjà, le toit, c'était trop un gros dossier. T'as mis 1 milliard dans le toit. C'est sûr que tu vas faire en dedans. Il n'y a pas un univers où tu mets 1 milliard dans le toit pour rien faire en dedans, pour améliorer l'expérience puis attirer justement les Taylor Swift, la NFL ou des matchs de sport ou des événements quelconques. Donc, c'est sûr que tu vas le faire. Mais là, rendu là, tu lèverais le nez puis tu verrais négativement parce que tu subventionnes un CF Montréal, tu subventionnes pas le CF Montréal, il vient louer puis partager les revenus qu'il va générer avec toi quand t'as rien d'autre à mettre en ce moment. La question que le CF Montréal, c'est tout ça. Tout ce que tu viens de dire, là, oui, mais la question qu'il faut battre ou combattre, c'est le CF Montréal, ou qu'il faut pousser aussi, c'est de dire que on est positif, c'est positif tout ce qu'on va faire, on peut faire avec nous, puis c'est pas parce que vous pouvez pas vous passer de nous. Parce que ce que Ferrandez notamment disait, c'est le premier que j'ai entendu, il y en a d'autres qui vont le faire. Il y a un contre-argument qui va se bâtir de façon plus ou moins honnête ou loyale. Il y en a qui vont avoir raison, il y en a d'autres qui n'auront pas raison, mais il faut imposer dans l'esprit des gens, leur faire comprendre que le stade olympique va être mieux, va être encore plus le fun avec le CF Montréal, que vous ne pouvez pas vous passer de nous. C'est ça qu'il faut insister là-dessus. Puis comment on peut le faire?
performance. Mais, parce que là attends, t'es-tu rendu sur un autre point? Non, mais je suis encore sur la même affaire. Comment tu te montres relevant aux gens, puis tu te dis, hey, les gens, on va y aller nous autres, puis on va être le fun. Je veux juste préciser quelque chose, parce que toi, tu auras un point de plus à ajouter. Moi, ça, c'est mon 3e point. Ce que tu es sur le point de dire, là, c'est ça passe par toi d'abord. Parce que là, il y a trop la possibilité de dire, t'as pas de joueur désigné, t'investis pas. Tu gagnes pas. Il n'y a plus de Québécois comme avant. Ben, tu gagnes pas, on verra là, est-ce que ça va donner pour le reste de la saison. Mais les victoires sur le terrain, oui, t'as raison. Tu fais pas souvent les séries. Il n'y a pas tant de gens dans les estrades. Tu fais pas le party. À l'époque 2009, la Ligue des champions de la CONCACAF, là, avec une équipe de 2e division, tout le monde capotait. Tu veux dire le party étant la Coupe des champions CONCACAF? La Coupe des champions, la Ligue des champions de la CONCACAF, AC Milan. Y a-tu du monde qui vienne? T'as-tu une influence dans le monde du soccer? Ben, fait que tout ça, puis je pense que c'est là où tu voulais aller, mais je voulais juste préciser que moi, c'est mon 3e point, ça. Il faut que tu y crois, puis que tu aies l'ambition, puis que tu sois moteur pour tout ça, plus que tout le monde, pour que ce soit l'évidence que, ben non, le CF Montréal, là, il faut s'assurer qu'on trouve un moyen de réparer le stade, de rénover le stade comme on est supposé de le faire de toute façon, mais qu'on le fasse assez vite pour pas qu'on se trouve dans une situation comme Vancouver où là, tu parles sérieusement d'une vente aux États-Unis puis d'un déménagement. Mais ça, puis moi, j'aime ce que le CF Montréal fait en ce moment parce que moi, j'ai pas l'impression d'entendre quelqu'un taper du pied comme dans le temps où on faisait venir Don Garber pour chialer sur le Montréal Inc. puis dire que les médias devaient en donner plus. Mais toi, il faut que tu investisses davantage dans ton produit. Il faut que tu montres que tu es le premier à croire que ce club-là vaut la peine et a quelque chose à offrir, puis que ça soit d'une évidence qu'il faut garder le CF Montréal ici. En termes de communication, c'est là qu'on est foncièrement, on diverge. Tu te dis, moi, je suis content qu'ils disent, on tape pas du pied. Moi, j'ai l'impression qu'on fait, ouais, mais si ça marche pas, on va peut-être s'en aller. Moi, je veux que ça soit encore plus, hey, la gang, venez à mon party. Ça va être le fun. Suivez-moi. Il y a une différence. Mais c'est pas un ou l'autre. Je l'entends pas. Puis il faut continuer à le remettre. C'est pour ça que je te donne Ferrandez, qui est ultra mainstream, puis Patrick Lagacé. Il faut rentrer dans le discours public. Puis l'autre affaire que je dis depuis toujours, que le CF Montréal s'est jamais enorgueilli, parce que je ne sais pas s'il s'en rend compte lui-même, l'Est de Montréal, s'il y a quelque chose que tout le monde comprend, que Benoît Dutrisac utilise, que Patrick Lagacé utilise, que Masbourian puis Alec Castonguay à Radio-Canada vont comprendre, c'est-à-dire que l'Est de Montréal est souvent négligé. L'investissement n'est pas toujours là. S'il y en a un, ou s'il y a un club, s'il y a une organisation qui est dans l'Est de Montréal puis qui est quand même, qui amène du monde, qui est moteur, qui amène de l'argent sonnant, c'est le CF Montréal. Si le bleu, blanc, noir venait à s'en aller au bout de tout ça parce que ça ne fonctionnait pas, l'Est de Montréal perdrait quelque chose qui est important et qui est précieux, je pense. Puis ça, c'est pas de dire « Hey », puis s'il y a une grosse différence, puis le bleu, blanc, noir a été coupable de ça. Genre « Hey, si vous faites pas ce que je veux, je vais m'en aller ». Il y a une différence entre ça ou comme « Hey, aidez-moi à vous aider ». Puis ça, je pense qu'ils auraient le droit, puis j'ai le goût qu'on soit sur le pied avant pour dire c'est quelque chose de très positif pour la ville. Puis dans le partenariat, on en a parlé, ça pourrait être un partenariat assez intéressant d'investir un lieu public, parapublic, comme le stade olympique, puis de le faire vivre, alors qu'on est dans une époque, surtout aux États-Unis, où plein d'hommes blancs veulent se construire un mausolée à leur effigie, c'est-à-dire a.k.a. un stade, a.k.a. un arc de triomphe, a.k.a. une salle de bal. Juste avant de passer à ton dernier point, parce qu'après ça, on a Charles-Émile Brunet qui s'en vient. Pour moi, c'est pas un ou l'autre, par exemple. Il faut que tu sois... Tout ce que tu dis là, moi, je saigne 52 fois en bas de la feuille. Mais là, avec la réalité du stade, où tout le monde était... des rénovations du stade olympique, oui. À l'intérieur, tout le monde était enthousiaste. Tout le monde était excité. Tout le monde, là, on sentait que ça allait de l'avant. Puis là, pour une raison ou une autre, moi, ma théorie, c'est que si Legault était encore là, ça n'aurait pas stallé comme ça. Mais Christine Fréchette ne veut pas se ramasser à être celle qui porte le ballon de « Hey, on va pomper encore 3, 4, 5, 100 millions à l'intérieur du stade après 1 milliard sur le toit à quelques mois des élections. » Donc, je pense qu'à quelque part, en faisant tout ce que tu as dit, il y a quand même la réalité que si on attend jusqu'à la fin des 100 jours du nouveau gouvernement pour recommencer à parler des travaux à l'intérieur, là, 28-29, Fred, là, puis 29-30. Non, mais je suis d'accord, mais c'est le problème de qui? Bien, ce que je veux dire, c'est que... C'est pas le problème de Legault ou Fréchette en ce moment.
Non, je C'est le le sais. problème du CF Puis Montréal. c'est pour ça que moi, je te dis, c'est les deux. Pour que les gens comprennent, être moteur, c'est pas assez. Puis montrer que tu es fier de ce que tu fais, puis mettre de l'argent dans 2 joueurs désignés cet été, ce qui serait extraordinaire pour envoyer un message de « Hey, on investit d'abord et avant tout, puis on veut que tout le monde soit fier du produit qu'on met sur le terrain, puis on veut faire les séries cette année comme Philippe Olafroy l'a promis, ou à peu près. Mais en passant, nous, là, on investit, mais je vous dis, là, on est à 6 mois, 1 an de se demander sérieusement si on peut continuer. C'est pas qu'on veut pas continuer, c'est qu'on pourra pas. Ça passe l'hiver. C'est pas une menace, Non, c'est mais juste c'est une Don réalité. Garber, ça, ce que tu me dis, ça. Non, Don Garber, il venait pour chialer. Là, la réalité, moi, je t'ai toujours dit quoi? 1 an, peut-être 2, à vivre avec un stade olympique là, qui est pas, que tu peux pas vraiment utiliser. Mais après ça, il faut que ça décolle, puis tu sais exactement à quoi t'attendre pour les 20 prochaines années. Là, en ce moment, là, es-tu capable de me dire que dans 5 ans, c'est fini, les Renault au stade? Je te reviens. C'est ça. Je te reviens à ma comparaison de poker. Lier son avenir au stade olympique, c'est un. Ouais, mais t'as un pas move de d'alternative. Fait que, Tu pourrais en avoir une alternative. Fred, Éverniser le stade, c'est hors de question. ben, je sais pas, il parle de... T'es dans quel de 200 millions? Tu dois être à 200 millions? Ça va coûter plus cher. Ouais, mais toi, tu reviens tout le temps, les dollars Non, mais canadiens. non, mais je suis d'accord, mais en même temps, c'est quoi ton plan? Ah, ben, T'étais dans une ligue, il va falloir faire ça. ben, le plan, c'est que tu vends si ça marche pas. C'est ça, le plan. OK. Mais moi, faire mieux, puis rentrer dans la... Quand on parle d'efforts de communication, parce que toi, tu dis c'est bien, moi, je dis... Va peut-être falloir... C'est ça la question. Faut-tu embrayer une nouvelle communication pour rentrer dans le discours des Lagacé Ferrandez qu'on a besoin du CF Montréal? Ouais, mais Convaincre les gens. je suis 100% d'accord. Moi, ce que je dis là en passant, là, je dis pas que c'est un effort de communication qui est abouti puis qui est parfait. Je dis on vient de commencer à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puis ça, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ben, Moi, je trouve que... C'est là qu'on dit faire. Moi, je trouve qu'on tape un peu du pied plus qu'on est... Hey, dans quoi On est plus Don Garber que pas... Non, mais prends juste les mots. Attends une minute. On est inquiet parce qu'on n'a pas de clarté sur l'échéancier puis la nature des travaux au stade olympique. C'est quoi que c'est taper du pied? C'est juste la réalité? Tu serais pas inquiet, toi? Non, je sais. Bon. Mais... Le poker. OK. C'est quoi Note de bas de page. Ma troisième, ça. OK. 1, le coach. 2, le stade olympique. 3, DP or not DP. Ouais, c'est ça. Moi, c'était investi dans ton produit. Le moment, c'est la seule équipe sans joueur désigné pour l'instant. Saint-Louis et Dallas, on est les 2 seuls avec 1 joueur désigné. En fait, tu es obligé d'en avoir 1. Il y a un maximum pour Montréal qui en ait 2 aussi. Je pense que les gens qui nous suivent le savent, mais quand même. D'ailleurs, vas-tu en avoir 1 ou 2 joueurs désignés? L'histoire. T'avais à parier, là. Ben, On parle de poker depuis tout à l'heure. 1, OK. S'il y en a 2, super belle surprise, là, mais... Puis, en même temps, on va ressortir, puis on y reviendra parce qu'on va parler dans quelques instants à Charles-Émile Brunet, mais ça va être un enjeu marketing. Le joueur désigné est un enjeu marketing chez vous. L'exemple, je peux te donner un exemple. J'ai ça un peu des gens qui... J'ai rencontré mon chauffeur de taxi qui me dit que le CF Montréal, mon fils me dit « Hey, papa, j'ai un objectif. Je veux faire signer le maillot du CF Montréal par les 3 meilleurs joueurs. » Puis j'ai jamais... c'est sûr que ça percole à la maison, mais j'ai jamais vraiment parlé de ça. Puis je pense qu'il en parle avec ses amis. Il dit les 3 meilleurs joueurs, c'est Prince Owusu, Samuel Piette, puis Ivan aussi. Je regardais, je dis, mon gars, c'est ton... Ivan, là, Ivan Jaime. T'as-tu ton ticket pour Malaga? Ouais, c'est ça. Parce qu'on va aller faire signer. C'est le préféré aussi de mon ami aussi. Mais c'est parce qu'il est plus là. Il est plus là. En sortir de la Coupe du Monde, où il va avoir un petit engouement pour le soccer aussi, les gens vont avoir peut-être un peu encore trempé dedans, un peu plus le goût. En amenant un joueur excitant, ça peut t'aider au niveau marketing, puis ça peut être structurant pour ton club. Oui, 100% d'accord. Une petite shot de mescal. Les 3 questions que la MLS va se poser d'ici la fin de l'année, ou du moins qui vont rythmer les conversations en MLS. Ma première question, c'est le système salarial. Dans quel sens?
comment c'est construit, comment on dépense en MLS, les joueurs désignés, le TAM, le GAM, tout ce système-là. Au fil des années, il y a une tendance qui est à décloisonner tout ça. Moi, j'ai souvent milité en disant mettez un plancher puis un plafond, puis on va être correct aussi. C'est toujours en mouvance. Avec le calendrier harmonisé, l'objectif de la MLS, l'ambition de la MLS, c'est de se battre avec des clubs, des grosses cylindrées quand même européennes, pour des bons joueurs aussi, d'attirer du talent. Pour ce faire, il va falloir relâcher, peut-être pas les cordons de la bourse, mais relâcher aussi des trucs qui pourraient rentrer en ligne de compte de certaines équipes qui veulent dépenser, parce qu'il y a des ayants, puis il y en a qui en ont de l'argent, puis il y en a qui en ont pas en MLS aussi. Alors, il y a un équilibre à conserver qui est au cœur du désir du commissaire. Mais il y a aussi des gars qui tapent du pied. Je parle à Miami, à chaque fois qu'on en fait des blagues en disant « Ouais, Miami encore trouve une façon de contourner le cap salarial. » Si le propriétaire était ici, il dirait « Hey, mon gars, là, je prends à pomper du cash dans cette ligue-là. » Puis du cash, en général, ça veut dire du talent. Fait que qui tu préfères, moi ou le propriétaire de Philadelphie qui compte ses sous? Fait que c'est la guerre qui se fait en ce moment. Bref, le système salarial va encore avec la saison, le calendrier harmonisé, c'est-à-dire hivernal pour ici, va encore aller à être en décloisonnement, ou du moins on va changer les règles encore dans les années futures. Il va falloir s'adapter. Comment on les change pour ne pas larguer trop de monde, mais aussi pour injecter beaucoup d'argent et ultimement beaucoup de talent à MLS? Ça va être un défi. Moi, j'avais de mes trois questions. Une de mes trois questions, c'était le plancher. Plancher salarial. Puis c'est très centré sur Montréal. Là. Tu viens de parler de Philadelphie. Mais je pense qu'à un certain moment, pour garder pour t'assurer que tous tes marchés vibrent, je pense que ça te prend un plancher. Parce que tous les marchés, contrairement à peut-être certains marchés dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, où tu dis, il y a une déconnexion entre le sport, tu sais, on a comme planté une franchise là, puis on tourne les coins ronds, peut-être que tu veux pas investir parce que tu sens qu'il y a pas l'engouement pour ton sport ou ta franchise dans ta ville, dans ton état. Je pense qu'il y a nulle part en MLS qui est comme ça. Nulle part. Puis Montréal, il n'y a personne qui va me faire croire que si tu as une équipe compétitive, si tu as une équipe avec des joueurs qui parlent aux supporters, en l'occurrence plusieurs Québécois, puis tu as 1, 2, 3 têtes d'affiche que tu payes des salaires importants parce qu'ils ont des qualités importantes, hors normes. C'est la raison pour laquelle tu les rémunères de manière hors norme. Il n'y a personne qui va me faire croire que ton stade n'est pas plein tout le temps. Après, ça reviendra à ce que tu dénotes souvent. Tes revenus sont en canadien, tes dépenses en US, tu n'as pas une tonne de revenus premium au Stade Saputo. On verra ce que ça donnera au Stade olympique. Je suis d'accord avec tout ça. Mais pour forcer tes marchés, qui sont là depuis longtemps, puis qui cherchent à évaluer un genre de sweet spot entre l'acceptabilité sportive puis pas trop de dépenses, parce que tu sais que si à un moment donné, tu as passé à la banque, ben, tu vas être capable de faire le meilleur coup possible. Je pense que c'est le plancher. C'est le plancher qui va permettre de relever ceux du bas, parce que, puis ça, par le fait même, ça va relever aussi le niveau moyen, parce que tu as une strate, là, puis elle est de moins en moins importante, je pense, en MLS, certainement moins qu'en 2012, mais tu as une strate de gars qui gagnent des salaires où tu te dis, si tu étais un gars qui vaut 30 ou 40 000 de plus, c'est pas grand-chose, tu me diras, là, ça ferait un monde de différence, parce que c'est ceux qui sont au... Il y a plusieurs livres, puis je pourrais en suggérer dans les prochains mois, mais qui disent ça. Si tu veux améliorer ton équipe, c'est pas ton plus fort que tu améliores, c'est ton plus faible aussi. Puis c'est exactement ce que tu dis, c'est la profondeur. Ben. C'est ça qui fait la différence en Ligue des champions de la CONCACAF. La Coupe des champions de la CONCACAF, c'est encore deux... Même si LAFC et Nashville ont été des bons représentants. Le 22e à Tigres, là. Ouais. C'est ça la question. Deuxième question, on s'en sort pas, puis on en a amplement parlé, mais c'est le cas Vancouver. Ouais. Puis, mais moi, ce que je vais rajouter aujourd'hui, c'est de dire quelle sera la perception du marché de Vancouver après la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de matchs là-bas. Est-ce que aussi la performance des Américains, qu'on anticipe moyenne, on pourrait peut-être en parler la semaine prochaine, mais qui va avoir une meilleure performance au niveau... quelle performance va être le mieux reçue puis la plus emballante? États-Unis ou Canada?
ça va-tu avoir une influence sur le Vancouver? Puis quel effet ça a aussi sur Montréal? Parce que là, on commence tranquillement à mettre Montréal dans le même panier. Mais il y a d'autres équipes aussi en MLS, quand on parle de relocalisation, qui reviennent régulièrement. Il y a San Jose, puis dans une autre mesure, Colorado aussi, qui appartient à un propriétaire qui est en fait, un holding, Kroenke, qui a 1000 équipes, mais qui est une équipe qui tire un peu vers le bas. C'est la perception d'un peu tout le monde en MLS. Fait que je dis ça parce que si tu es au bureau du commissaire, tu veux pas relocaliser, mais si tu n'as pas le choix, tu parlais de relever le plancher, tu le fais par attrition. Ceux qui ont le moins de revenus, ceux qui ramènent le moins d'argent, tu coupes la base, puis tu ramènes Vegas en haut, puis tout le monde est tiré vers le haut en termes de revenu global. Mais en même temps, tu veux te garder sur le side, puis ça, c'est un peu mesquin de la part du... Gary Bettman puis les Nordiques? Oui. Tu veux te garder un épouvantail. En fait, comme dans tout bon restaurant ou bar, tu veux un line-up devant. Parce qu'un line-up, c'est... ça envoie comme message qu'il y a du monde qui veut rentrer, puis c'est un peu VIP. T'sais. Mais si là, t'as pas de line-up ou t'as pas personne, t'essaies de faire rentrer tout le monde, il n'y a pas d'effet de rareté qui est créé. Fait que... Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il y a plein... Ça fait partie de la communication. On n'arrête pas de dire « Tampa Bay, Phoenix ». On nomme des villes qui seraient prêtes à accueillir des marchés de MLS. Il n'y en a pas tant que ça, des villes qui sont prêtes en ce moment, demain matin. Il n'y a pas tant que ça, comme tu l'as dit, de marchés où tu penserais sérieusement à un déménagement non plus. Non. Fait que, non, mais Vancouver en est un. Mais mettons, si tu prends Vancouver, Vegas, la relocalisation, c'est pas nécessairement bon dans l'esprit, OK? C'est, en même temps, c'est disputable. Mais l'autre affaire, c'est qu'en prenant Vegas, tu t'enlèves le plus gros événement. Tu prends quelqu'un dans le line-up, il t'en reste combien dans le line-up? Il y a Indianapolis aussi. Bref, ça fait partie de l'équilibre un peu du sport professionnel. T'enlèves Shaquille O'Neal du line-up, en fait. Là. Où tout le monde se dit, Shaq, il attend pour rentrer là. Puis il attend pour ça. Non, Shaq, il attend jamais. Ben, je sais. S'il y a un gars dans le monde qui attend jamais, premièrement, tout le monde le reconnaît. Puis il a assez d'argent pour briber, pour acheter le club probablement, mais déjà qu'un doorman, il doit avoir un... Tu penses-tu qu'il jouait à cachette avec ses enfants, Shaquille O'Neal, quand Bonne question. Il dépasse de partout. En même temps, justement, il est tellement fin, visiblement, que les enfants doivent adorer ça, jouer à cachette avec, c'est super facile. Il se cache derrière lui. OK, le système salarial, Vancouver, on était au même endroit là-dessus. Ma troisième, c'est les transferts, entrant et sortant. J'en ai un peu touché mot, parce qu'après la Coupe du Monde, on entre plus ou moins officiellement. Calendrier hivernal, cette idée-là. Puis là, on est supposé d'embrayer parce que la Coupe du Monde va être un accélérateur pour la MLS. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on anticipe. Comment on fait pour capter tout cet engouement-là? Puis tu as eu une belle expression, les gens qui ont baigné dans le soccer là, pendant un mois. Comment on les garde? Comment on les convainc de faire la translation, d'aimer l'équipe à proximité aussi? Un de ces trucs-là, c'est dans le sport professionnel, je regarde la NBA qui est à veille de finir. On parle de où va aller Giannis, Connor McDavid. Qu'est-ce qu'il faut changer chez le Canadien de Montréal? Ces transferts-là, entrant et sortant, sont autant de storylines qui vont... C'est l'épice des sports professionnels. Et là, c'est important d'en mettre de l'épice. Peut-être pas en quantité, peut-être en qualité, ou les deux, peut-être. J'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce que dans les sortants, je peux... vas-y. Non, mais j'allais juste dire, je suis d'accord avec toi fois 1000, parce que c'est pas vrai que, toute chose étant égale, c'est pas vrai que tous les transferts sont égaux. Je m'explique. Quand tu vis des émotions fortes, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu lis, ça laisse une empreinte qui est complètement différente que quand tu es juste indifférent puis tu te sens détaché. Puis c'est là où les moves qui vont être faits cet hiver, tu sais, Didier Drogba, là, s'il n'arrive pas 6 mois après l'épopée en Ligue des champions CONCACAF, y a-tu vraiment le même wow, c'est tout en train de se passer la même année, en même temps? Drogba, c'est plus extraordinaire à cause de la Ligue des champions? Moi, je pense que oui, parce que tu as vécu quelque chose, puis tout le monde a vibré. Tu sais, la finale de Ligue des champions CONCACAF, il n'y a pas beaucoup de moments dans l'histoire de l'Impact ou du CF Montréal où autant de gens au Québec sont capables de dire « Moi, j'étais là, je l'ai vu, je l'ai regardé, c'était extraordinaire. » Fait que là, si tu fais du cheval sur ça, puis
bang, t'arrives avec un Drogba quelques mois plus tard. Moi, je pense que ça laisse une empreinte plus importante. C'est exactement la même chose avec la Coupe du Monde. Si le Canada a un parcours extraordinaire, puis là, tu t'en vas signer un gars de l'équipe nationale ou un gars qui a été bon à la Coupe du Monde, puis tu l'amènes chez vous, ça laisse une empreinte que tu n'oublies pas rapidement. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Les transferts de cet été peuvent avoir un impact beaucoup plus important que ceux de l'année passée ou l'année prochaine. Parce que c'est pas augmenter la qualité de jeu. Je pense que la qualité de jeu est assez intéressante. Ouais, on est d'accord. Les enjeux sportifs sont assez tu fais pas un mot pour la Ligue, tu fais un mot pour toi. Ouais, ben non, mais oui, mais la Ligue va faire des moves pour elle. Oui. Puis on parle de la même chose, mais moi, je le mets au niveau MLS. Fait que c'est ça. Comment t'arnaches l'enthousiasme et le momentum de la Coupe du Monde, en grande partie à cause des transferts. Juste sortant, Berhalter, Mathieu Choinière, se fait avoir à la Coupe du Monde, peut-être, non? Pour aller où? Je sais pas. À Montréal? Ou retourner, peut-être réessayer en Europe. Tu mets... Ben non, mais je fais juste dire des transferts qui vont bénéficier de la Coupe du Monde. Macagna, t'en as parlé de Philadelphie. Macagna, ça va mal cette année, mais peut-être avec la Coupe du Monde. Mboasi. Bokrazi, non, mais lui, il est parti. Là. Bon. Puis, les rentrants, on a parlé, là, c'est des plus vieux, puis c'est des noms que je nomme. Mais Lewandowski, serais-tu intéressé? Quelqu'un sur YouTube nous demandait KDB, Kevin De Bruyne, à Montréal? Trop danger de blessure. Puis pas dans le contexte montréalais, peut-être. Ouais, mais moi, c'est surtout trop de danger de blessure. Mo Salah à San Diego? En tout cas, sure. Pourquoi pas. Payez-vous la traite. Donnez-y la moitié de l'équipe. Fait que c'était les 3 questions, je pense. Moi, j'en ai un dernier. C'est là, il faut que tu commences sérieusement à penser à l'après-Messi. Parce que Messi, t'as surfé là-dessus pendant 3 ans. Parfait. Mais il y a déjà, dans les 6 ou 12 premiers mois, des gens qui ont commencé à faire une écœurantite aiguë là, avec la Messi League Soccer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. T'avais une vitrine phénoménale. Il a gagné en Coupe des Ligues. Il a gagné la Coupe MLS. Mais là, tout ce ramp-up-là se faisait pour le tournoi. Parce que, rappelle-toi, à son arrivée, là, il devait plus être ici pour la Coupe du Monde ou il se rendait à la Coupe du Monde. Là, tu as prolongé son contrat. Parfait. Mais tu te permets de surfer un petit peu plus longtemps sur cette vague-là, mais il faut que tu changes ton narratif. Là. Il faut que tu commences justement à trouver d'autres histoires puis à t'écarter un peu de ça pour pas que ce soit un genre de ben là, il nous reste quoi une fois que Lionel Messi est parti? Puis toi qui nous parles de 2027 depuis 3 ans, là, c'est l'horizon 2027 post-Coupe du Monde, ben moi, je vois la même affaire là, pour l'ère post-Messi. J'en ai 3 en vrac aussi, vite. Vas-y. Messi au match des étoiles. Ça, c'est une question, mais parce qu'il va se fâcher. Ça va être réglé. Oui, ça va être réglé parce que Messi va être fatigué après le match des étoiles arrive le 20 je me rappelle plus. Bref, juillet. Il va être fatigué après la Coupe du Monde. Ça fait qu'il ne sera pas besoin d'y aller parce que c'est un psychodrame niaiseux, ça. Parce qu'il va être voté au match des étoiles. C'est l'étoile de la MLS, mais il n'y ira pas. Le calendrier sprint, comment l'expliquer? Comment on est-tu excité? Comment on fait pour exciter les gens? Puis, juste au niveau sportif, c'est-tu Nashville? Tu parlais un peu de l'après, puis moi, j'ai dit que c'est pas si important, mais il y a des storylines sportifs. C'est-tu Nashville la meilleure équipe cette année? C'est-tu intéressant? Il est trop tôt. Post-Coupe du Monde, discussion super intéressante, mais là, en ce moment, cette discussion-là passerait dans l'anonymat total, je pense. Mais au sortir, est-ce que tu veux embrayer là-dessus? Oui, mais là, tu mets ça sur pause. T'essaies pas de forcer ça là. En ce moment, il n'y a personne qui va écouter. Mais au retour, puis je trouve que c'est un anti-casting. Je trouve que c'est un anti-casting intéressant, justement. Que ce soit à Miami? Oui, que ce soit un Nashville. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ont, depuis le tout premier tournoi de Coupe des Ligues face à... Ils sont arrivés ensemble aussi en MLS, face à Messi. Oui, il y a ça. Mais même depuis l'arrivée de Messi, là, il y a une compétition entre les deux. Je trouve ça intéressant que la transition se fasse comme ça. C'est vrai. Bon. En tout cas, bref, ça, au niveau sportif, il y a des lignes qui vont se dégager. Tu as raison. Puis il va y avoir une MLS différente probablement on est d'accord. Dans le sportif après la Coupe du Monde. On poursuit l'émission avec Charles-Émile Brunet qui est en grosses vacances. Qui dit grosses vacances dit on va inviter la personne pour jaser de ballon pendant que ça y tente. Peut-être pas, je ne sais pas. On va le voir au cours des prochaines minutes. Charles-Émile, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça va... avec un calepin rempli de questions. Parce que j'ai eu l'occasion de jaser avec toi dans une autre vie, à l'époque où tu te préparais pour ce qui a été au final ta dernière saison collégiale à SMU au Texas. Dans ta tête, tu avais l'air d'un gars qui s'en allait directement à MLS, mais ça restait très, très sur papier.
Es-tu surpris du déroulement et peut-être de la vitesse de ce déroulement-là, maintenant que tu es à Nashville? Peut-être pas surpris parce que c'est toujours ce que je voulais faire, mais non, je regardais ce matin, j'étais curieux d'aller voir ce qu'on avait fait la dernière fois, puis c'était il y a 11 mois, puis je rentrais... Même pas un an, à SMU. Je rentrais à SMU, puis je savais pas à quoi m'attendre, c'était une nouvelle conférence, c'était plus tough, puis c'est juste... Parce que pour les gens, tu as commencé ta carrière collégiale à Arkansas. Après une saison là-bas où ça a bien été, tu t'es rendu disponible. Tu as eu une conversation, je présume. Tu es entré dans le portail. Exactement. Puis le portail, ça veut dire, tu dis à ton coach, merci pour la dernière saison, mais en passant, je veux m'en aller jouer ailleurs. Finalement, ça a portail qui ressemble à Starship Troopers ou... non. T'as-tu vu d'autres dimensions? Non, donc, après ça, t'es rentré dans le portail, là, t'as changé d'université. Puis, est-ce que le but, c'était d'être repêché, dans le fond? Est-ce que c'était dans ta tête dès ce moment-là? Ça a toujours été ça, le but. Après... SMU a une bonne réputation aussi. C'est ça, SMU a une bonne réputation. C'était la meilleure conférence aux États-Unis. Ils avaient une grosse année l'année dernière. Puis je savais que si j'allais dans une équipe qui est compétitive puis que je joue au plus haut niveau, si moi je performe, pourquoi pas la suite. En même temps, là, on est de l'autre côté de la clôture. On va en reparler, là, mais tu as fait tes débuts en MLS, tu as fait tes débuts avec Nashville en Coupe des champions CONCACAF. Mais le Super Draft en tant que tel, je sais pas si tu étais dans la catégorie de beaucoup d'analystes qui s'attendaient à devoir partir plus vite. Tu l'as vécu comment, ça? Ça a été longtemps? Ouais, ça c'était fou. C'était un procès qui a commencé en Arizona où j'ai été invité à un showcase de la MLS. Puis c'est là où il y a tous les recruteurs de chaque équipe. Puis j'ai eu un bon... j'ai bien joué. Puis j'ai eu quelques interviews avec quelques équipes. J'ai eu avec Vancouver, Houston, puis Nashville. OK. Puis c'est là où j'ai commencé à parler avec mon agent aussi. Puis il me donnait des petits... il me disait « Ah, OK, telle équipe, t'aimes bien, peut-être qu'il te voit aller là, dans le draft. » Donc je me faisais quelques idées. Puis là, c'est ça, je suis revenu à Montréal. Puis le draft, j'ai oublié c'était quand, mais... J'étais chez moi avec toute ma famille, puis on attendait ça. Puis là, ils ont arrêté de filmer comme avant à la télé, puis tout ça. Donc à chaque fois, je devais refresh. Puis... Parce que tu vois ton nom apparaître, c'est pas nécessairement... C'est pas télédiffusé à ce moment-là, cette année. Exact. Puis pour être honnête, je pensais peut-être aller me faire draft un peu avant. Donc à chaque fois, je refreshais, j'étais comme « OK, ouais. OK, je vois pas mon nom. » Puis j'ai dû attendre jusqu'au 80e pick sur 90 pour voir mon nom par Nashville. Puis, ça par contre, j'étais vraiment content. Ouais. Y avait-tu une certaine frustration ou au contraire, c'était OK, là, j'ai le pied dans la porte, let's go? Pour vrai, à ce stade-là, je voulais juste me faire, parce que j'étais comme, peut-être que je vais pas me faire draft, je vais retourner à l'école. Donc, non, quand j'ai vu mon nom, c'était juste un soulagement. Puis non, j'étais vraiment content. Il n'y a aucune question de revenir à l'université. Tu disais, moi, je suis disponible, puis parce qu'il y a le camp après, dans une certaine mesure, tu n'es pas garanti d'un contrat. On l'a vu avec nous, avec le CF Montréal, il y a plein de joueurs qui ont été repêchés, puis qui ont continué leur carrière ailleurs, que ce soit à l'université ou dans un autre club. Tous les joueurs. Toi, c'était, pas mal tous les joueurs. Toi, c'était sûr? Non, c'était ça le débat, en fait. Ouais? Non, c'est ça. Donc, tu sais, généralement, les 5 premiers picks, eux, ils ont des contrats Adidas, donc eux, ils sont déjà signés. Mais le reste, tu vas au camp, puis... T'arrives sans contrat, puis là, généralement, la majorité, ça te donne un contrat en MLS Next Pro pour commencer, puis si tu fais bien, tu montes. Donc, moi, j'étais comme, OK, je suis quand même drafté haut. Pas haut, excuse-moi, bas. Donc, j'étais comme... c'est un débat, puis avec mon père puis mon agent, on a parlé beaucoup avec Nashville aussi. Puis eux, ils pouvaient pas me garantir de contrat avant la pré-saison parce qu'ils voulaient me voir jouer. Puis moi, je sais qu'il me restait 2 ans à SMU, j'étais bien encadré, j'étais comme, OK, peut-être une autre année de développement, ça peut pas me nuire. Donc finalement, ils m'ont proposé un genre de semi-garantie contrat. Donc c'était aller au camp de pré-saison. J'avais déjà un contrat, mais ça se peut qu'il pouvait changer pour un contrat avec la deuxième équipe. Attends, aller au camp, est-ce que ça t'engageait? Est-ce que tu perdais tes années d'admissibilité? C'est ça. C'est ça, juste te présenter, c'était un choix. C'est ça, c'était ça le risque. Si je me présente, j'y vais all-in, puis je peux pas retourner à l'école. C'est ça.
Mais Donc, tu te présentes en sachant que, en disant que le coach de Nashville, PJ Callahan, il t'a peut-être pas vu jouer, puis peut-être quand il va pouvoir jouer, il va dire, finalement, passe. ouais, c'est pour Fait ça que que c'est- j'ai même parlé beaucoup avec mes coachs à SMU, puis on a fait les pour et les contre. Puis moi, j'ai vraiment confiance en moi et en mes habilités. Donc, je me suis dit, OK, si j'y vais à 100%, puis ça va marcher. Mais justement, puis on a eu l'occasion de discuter une couple de fois au cours de la dernière année. Tu sais, tu as été formé en partie à l'Impact. Après ça, tu es coupé en grande partie, le choix de mot est un peu bizarre, en raison de ta taille. Je pense que ça jouait un peu contre toi à ce moment-là de ta carrière. Là, tu te dis, OK, je vais me replacer, mais finalement, tu te replaces, c'était où? C'était à Étoile de l'Est? Ouais, Étoile de l'Est. Tu joues pas? Non. Qu'est-ce qui fait que, un, t'es resté accroché, puis deux, t'as été capable de rester aussi confiant par la suite? Pour vrai, c'est une bonne question. Puis je sais pas ce que j'avais dans ma tête, mais à un moment, quand j'ai été coupé, c'était difficile. Après ça, j'ai juste repris goût. Je pense que c'est les coachs que j'ai eus qui m'ont redonné envie. Puis j'ai eu d'autres coachs qui ont cru en moi, qui ont vu mon potentiel, qui me disaient « Attends, continue de travailler quand tu vas grandir. » Puis moi, je savais que techniquement, j'étais bon. Donc, non, j'ai juste continué à jouer dans les niveaux amateurs. Après ça, j'ai commencé à jouer au parc. Puis j'ai commencé à aller au gym, puis j'ai repris goût, puis là, après ça, j'ai touché le semi-pro, Là, j'étais comme, OK, un nouveau défi aux États-Unis, puis j'ai continué à progresser. Puis non, je me suis juste jamais T'as recommencé arrêté. à t'amuser, peut-être? J'ai recommencé à m'amuser. Ça, on oublie ça, par contre, parce que des jeunes... Aller jouer au parc. Non, mais je t'interromps là-dessus, Charles-Émile, parce que ça, on oublie ça, l'aspect psychologique. Puis c'est bon au hockey, dans n'importe quel sport, au baseball, puis au soccer particulièrement. À un moment donné, il y a tellement de pression, t'es dans une lignée. Toi, t'étais à l'Académie du CF Montréal. As-tu fait la pré-académie, même? J'ai fait l'après-académie. Fait que aussi, ouais. t'as comme, encadré. t'as comme une Ouais, idée, t'es encadré, t'as comme une pression, et les vrai. gens qui te disent, bon, tu rentres dans le système, t'es dans le pipeline ou pas. Tu perds un peu de ce bonheur-là du sport, ce bonheur-là d'enfant aussi. Il faut Ça le devient retrouver, vite tu sais. un job. C'est ça. Mais d'ailleurs, je veux pas te mettre dans des positions difficiles, mais il y a des gens qui nous écoutent, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé au CF Montréal. Pourquoi tu restes pas avec le CF Montréal? Pourquoi tu n'es pas en ce moment avec le CF Montréal? Qu'est-ce qui est arrivé à l'Académie? Qu'est-ce que tu peux nous dire sans nécessairement brûler des ponts où je comprends que c'est une position inconfortable, mais qu'est-ce que pour toi qui n'a pas fonctionné à Montréal? Mais tu te rappelles l'épisode où il a volé un char? Ben oui! Ouais. On aurait à avoir su. On t'aurait passé le nôtre. Ouais. Non, mais pour vrai, le CF, c'est, tu sais, grâce à eux, sans eux, je veux dire, je serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, à l'académie, j'ai été développé, tu sais, je me suis vraiment amélioré tactiquement, techniquement, tout ça. Puis, tu sais, j'étais tellement petit à cet âge-là, en U15. Puis, il y avait des bons joueurs devant moi, puis qui ont même signé des contrats en MLS avec l'Impact. Comme qui? T'es quelle génération, toi? 2003. Ok. Moi, j'avais Rida Zouir, Kishan Ferdinand, Tommy Giraldo, beaucoup de milieux aussi. Puis Ouais. même Nathan Saliba qui était 2004, mais qui montait. Donc, il y avait beaucoup de concurrence. Puis, moi, j'étais vraiment petit. C'est ça. Ça n'a pas donné. Puis après ça... C'est une question d'opportunité, c'est ça. Il y a c'est des une gars question devant toi d'opportunité qui aussi. jouent un peu plus, C'est ça. qui sont un petit peu meilleurs à ce moment-là. Puis non, mais quand j'y repense, est-ce que j'aurais fait la... Tu sais, je sais pas ce que ça aurait pu à donner. Mais après ça, non, après ça, j'ai joué amateur. Puis j'ai refait les essais avec la réserve. Après que j'avais eu une bonne saison au cégep à Icontic. Puis ils m'ont pas gardé en U23. Donc là, c'est là où j'ai décidé d'essayer quelque chose ailleurs, d'aller aux États-Unis. Ben, au final, avec le temps dont tu avais besoin pour te développer, c'était ça. peut-être pas une Ouais. mauvaise affaire que tu sois pas dans un setup où il n'y avait pas vraiment d'équipe réserve. Exactement. Double Punch, en fait, aussi, je vais encore essayer de te faire Vas-y. glisser. Il est comment, BJ Callahan, le coach de Nashville? Non, il est tough, mais c'est... Il est tough, ah oui? Non, mais il est pas tough. C'est juste que c'est pas les mêmes relations que j'avais avec mes coachs tu sais, à l'université ou ici. C'est moins... Tu sais, j'ai moins de contact avec lui. Il y a moins une prérogative, c'est un plus professionnel Ouais, versus c'est ça. des gars qui sont un peu plus dans l'enseignement, j'imagine. Exact. C'est exactement Puis t'es ça. pas Hani Mokhtar non plus. Non, non. Je peux Pas me per- encore, je pas peux me encore. je peux pas me permettre encore, mais tactiquement, j'ai rarement vu ça. Là. C'est pour ça qu'on est aussi bon cette année. Ouais, parce que Meilleure j'avais une super équipe de bonne la saison. MLS en ce moment à Ouais. Nashville. Ouais. Puis lui, il coachait aussi avec l'équipe nationale. Il a été par intérim.
avec les États-Unis. Donc, non, beaucoup d'expérience. Puis, j'apprends tellement à chaque jour avec lui. Donc, non, ça se passe bien. Puis t'es passé par là. Puis parce que tout ça s'englobe, Olivier, puis c'est notre cheval de bataille, puis on va en parler un peu plus tard aussi. Parle-moi d'équipe réserve. Ben oui! Le MLS Next Pro, Nashville, eux, ont décidé d'avoir une équipe à Huntsville qui est, tu m'as dit, à 2 heures à peu près de route de Nashville, à peu près, c'est ça? Toi, tu vas avoir joué jusqu'à présent 3 matchs MLS ou 3 matchs avec l'équipe première, mais aussi 5 matchs avec l'équipe réserve, c'est ça? C'est ça, exact. Important, primordial, essentiel, les 5 matchs, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est quoi dans MLS Next Pro, dans ton parcours en ce moment, c'est quoi? Pour moi, c'est primordial parce que il me faut des minutes pour me développer. Si je joue pas avec la première, pourquoi pas jouer avec la réserve puis continuer à m'améliorer, à avoir du temps de jeu. Donc pour moi, c'est primordial. C'est primordial. Le niveau est comment, MLS Next Pro? Comparé à la MLS, il y a 2 mondes. Ouais. Mais, tu sais, puis quand je descends, je suis quand même dans les plus vieux aussi. Donc, c'est des jeunes joueurs qui... Dans les plus vieux, quand même. Je suis quand même dans les plus vieux, ouais. Puis, il y a des jeunes joueurs qui... Puis, on le voit à chaque fois, il y en a qui commencent en ex-pro puis qui montent en MLS. Donc, le niveau, il est bon aussi, c'est juste que c'est plus jeune. Parce que je te dis ça, puis je te demande, puis en fait j'attendais la réponse aussi, puis c'est bien de l'entendre de ta voix, mais Olivier, je sais pas si tu as entendu son analyse de ton premier match aussi, t'es rentré, il y a 2 choses que j'entends depuis le début du premier match en MLS. Tu l'as entendu? Oh good. Puis je pense que ça c'est bon pour fluffer ton ego en partie, c'est pas racoleur, bien au contraire. Mais il y a 2 choses, c'est ta confiance, mais ton rythme aussi, j'ai l'impression que jouer à ça. Tu joues pas ce match-là si t'as pas ces 2 affaires-là. Oui, parce que c'est ça, comme tu dis, j'aurais pas eu le même rythme, j'aurais pas été autant en forme. Puis juste d'avoir des matchs dans les jambes, ça me permet d'être frais. Puis quand j'ai l'opportunité, ben, je me sentais bien sur le terrain. Donc, j'ai posé la même question à Luc de Fougerolles, parce qu'il a fait ses débuts avec le Canada, il a joué 1 minute, mais après ça, il a eu sa première titularisation dans le match pour la 3e place en Copa América. Toi, dans ta tête, là, ton vrai début, c'est tes débuts en MLS ou là, t'as l'équipe 1, t'es en MLS, ou est-ce que c'est en Coupe des champions CONCACAF où tu joues face à une équipe de Première Ligue canadienne puis que c'est pas une équipe B, là, mais c'est pas l'équipe type non plus? Pour vrai, c'est totalement différent. C'est drôle, mais en fait, c'est sûr que mon premier vrai match en pro, ça a été en CONCACAF contre Ottawa. Puis c'est quand même, c'est très spécial pour moi. En plus, mon père était là. Mais, tu sais, mes débuts en MLS avec un stade rempli de 28 000 personnes, c'est comme... Tu sais, quand sur le coup, tu réalises pas, mais disons là, vu que je suis revenu à Montréal, puis je suis en vacances, puis je peux prendre le temps un peu de réaliser... Quand j'étais au Stade Saputo, puis tout ça, c'est un rêve, là. Juste de jouer devant autant de monde. Donc c'est ça, je suis rentré. Avant de rentrer, j'étais tellement nerveux. En fait, T'étais nerveux? Pour vrai, j'étais nerveux. Je m'attendais pas à rentrer aussitôt. Je suis rentré, j'ai joué quand même 30 minutes. Ouais. Puis on perdait 2-0. Donc il y avait quand même la pression de remonter parce qu'à la maison, on n'avait pas perdu encore. Donc j'étais comme OK. Puis là, je m'échauffe. Puis là, il me dit, le préparateur physique, il me dit Charles, ils t'ont appelé. Je fais, oh, OK. Pensais-tu qu'elle allait t'appeler? Il est où mon sel? Ouais, ils l'ont pas appelé pour rentrer. Plus tôt que je le pensais. Puis quand il m'appelle, là, je regarde autour, je vois le stade au complet. Je suis comme, OK, ouais, faut que je me concentre. Puis là, non, je rentre. Le feeling est incroyable. Au début, pour vrai, ma première touche de balle, elle était un peu... mon contrôle était un peu raté. Là, je suis comme, OK, il faut que je me mette dans le match. Parce qu'à chaque fois que je prenais ma prise d'info, c'était un peu plus lent dans ma... Tu sais, c'est juste différent. C'était la première fois. C'était lent dans ta tête ou plus vite autour de toi? Les 2. C'était bizarre. Je peux même pas l'expliquer. Mais une fois que je touche le ballon, puis... tu sais, même Mouktar qui est venu me voir, il m'a dit « tu sais, joue ton jeu, joue avec moi, tu joues bien. » Là, je suis comme « OK, ouais. » Là, plus je touchais le ballon, plus ça allait bien. C'est une méchante validation, là, quand c'est Rani Mouktar qui dit « Let's go ». Ouais, ça te met en confiance. Ça te met en confiance. Puis non, j'ai commencé à rentrer dans mon match, puis on est remonté à 2-2. Puis juste le feeling d'être sur le terrain, puis que l'équipe marque, puis que le stade crie, c'est un rêve. Hein. Mouktar dit ça quand tu rentres? Genre 5 minutes après, puis il vient me voir, il me dit là,
Après sa mauvaise touche. Parce là. qu'Annie Mouktar, Après c'est un la caution. C'est un dieu, Dieu, c'est un peu fort, mais oui, Dieu pour le club. En fait, À Nashville, c'est le... Puis c'est son vestiaire à Annie Mouktar. Est-ce que c'est... tu comprends la question, là? Oui, mais il y a tellement de... Tu sais, on a tellement de joueurs avec de l'expérience que tout le monde est impliqué. Mais non, Mouktar, c'est sûr que c'est... Quand tu penses à Nashville, tu penses à lui. Ouais. Ça se sent quand tu rentres dans le vestiaire que c'est lui le... Faut pas que tu embrasses les bagues, mais presque aussi. Non, mais il est tellement humble aussi. Ouais. Donc Il c'est comme... jase-tu? C'était ça ma question. Pour vrai, oui, il lève-tu beaucoup. le ton? Puis, tu sais, il est très cool avec tout le monde, les jeunes, tout le monde. Donc vraiment, tu te sens bien. Mais ça, c'est important, tu sais, parce que Annie Mouktar, à quel point il est structurant pour cette équipe-là, c'est un mot que j'utilise souvent ici dans le podcast, mais 2023, il y a des Qataris qui sont venus pour Mouktar, qui ont allongé le cash, puis les propriétaires ont été devant la décision, je le vends-tu, puis je le remplace par qui, en fait, puis on a-tu assez d'argent pour le remplacer, puis on dit non. Puis les bénéfices que ça a, c'est la présence dans le marché, même si c'est encore peut-être difficile pour Nashville, c'est encore un État où Vanderbilt ou la NFL est roi, mais en même temps, t'as une équipe qui devient de plus en plus relevant, en anglais, ou du moins de plus en plus connue, puis t'as une équipe qui, je pense, récolte en partie les fruits de ça. On peut parler de Callahan, on peut parler du recrutement, puis de la capacité d'aller chercher des joueurs dans les marges comme Charles-Émile, mais ultimement, la colonne vertébrale, c'est bien gros Annie Mouktar, puis en 2026, il récolte ce qu'il aurait pu récolter à la banque en 2023. Fait que bravo quand en même. qualité de jeu, tu veux dire, en 2026. En qualité de jeu, mais aussi quand je te parle de structurant, le gars, là, c'est lui qui en partie le club, là, puis qui le met droite. C'est pour ça que je te parle de colonne vertébrale. Enlève ta colonne vertébrale, tu te fais un S bien vite. En tout cas. Bref, on n'est pas en biologie, là. Il y a 2 matchs, on joue contre LAFC, puis on a beaucoup de blessés. Puis on gagne 3-2, puis il marque 3 buts. Ouais, c'est ça. Donc, même avec des blessés, ça vaut combien, ça, tu sais? Non, c'est ça. Ouais, puis mentalement, c'est parce que tu sais que tu peux te retourner. C'est un peu cliché, là, mais c'est Nacho à Montréal. Là. Hey, on est dans le trouble, là, on a besoin d'un exploit. Nacho. Ouais, mais encore, je te dirais encore un peu plus même, tu sais, on l'a dit dans son leadership, en plus. Ça, c'est on dirait des intangibles aussi. Moins effacé. 2 questions maillot pour toi. Le maillot de tes débuts MLS, il est où? Chez moi, encadré. En fait, début CONCACAF, à mon père. Début MLS, cadeau à ma mère pour la fête des mères. Oh, nice. Oh. Avec la petite patch début qui est enlevée. Elle est importante. Elle est gardée. Ils gardent la première, puis ils m'en ont donné une autre pour la recoller. Donc, c'est très cool. Pour ceux qui ne savent pas, c'est depuis l'an dernier ou il y a 2 ans qu'il y a une patch début pour quelqu'un qui joue son premier match en MLS, puis c'est appliqué à une carte à collectionner un de un. La carte, elle est où, d'ailleurs? Ouais, je pense que ça sort l'année prochaine. On va la mettre aux enchères. On va peut-être se collecter pour aller on va dire chercher. À Louis de faire faire un tirage. Puis 2e question, puis c'est malheureusement très d'actualité. Tu joues en Coupe des champions au CONCACAF, tu te ramasses avec le maillot de Marcelo Flores, si je me trompe pas. Ça, c'est parce que tu cours après dans le tunnel ou juste parce qu'il est à côté de toi quand ça termine? Ça a bien à donner. Il était en face de moi, puis il tenait son chandail. Mais moi, j'ai pas joué ce match-là, donc j'avais pas mon chandail, donc il n'y a pas eu d'échange. Mais je l'ai vu, il tenait son chandail, puis je suis comme, Marcelo, je peux avoir ton chandail, bonne chance avec le Canada. Puis il me l'a donné, très cool. Puis non, Tigresse, par contre, c'était la plus grosse expérience. Ouais? J'ai jamais vu un stade aussi bruyant de ma vie. Ça, c'était pas mal. Même, j'ai même pas joué, puis je peux dire que c'est dans mes plus belles expériences. Wow. Demi-finale de Coupe des champions. Ouais, quand même. Il y avait combien de personnes? Je sais, il doit y avoir au moins 40 000 à 60 000. Là. C'est quoi... parce que ça me fait penser à Mauro Biello qui nous a parlé de l'hymne national marocain au Qatar. Des fois, tu vas dans certains stades puis tu as l'impression d'être étouffé. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens. Il peut y avoir 25, 30 000, mais tu es dans un chaudron. Là-bas, à Tigresse, c'est quoi? Qu'est-ce qui est particulier? Pour vrai, la culture là-bas, c'est une religion là-bas. Puis même, on me disait qu'il y avait tellement de billets remplis qu'il y avait des gens qui étaient debout, qui étaient dans le stade. Donc, puis juste avant le match, tu avais le gros tifo. Tout le monde chante, puis... quand ils ont marqué, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi bruyant de ma vie. C'est juste un autre monde. C'est un autre monde. Le rugissement. Ouais. Le camp, je voulais te poser cette question-là tout à l'heure.
Parce que là, vous avez une période de pause. Une période de pause pour un Samuel Piette, mettons, il va gérer ça. Il a une dizaine d'années d'expérience en MLS, pas mal plus que ça, que ce soit professionnel ou en sélection. À quel point tu avais hâte que cette pause-là arrive? Parce qu'un camp d'entraînement pour un gars qui se bat littéralement pour un contrat puis pour pas avoir laissé sa carrière collégiale tomber à l'eau pour rien, mentalement, physiquement, je présume que c'est plus taxant que pour un Hani Mukhtar qui gère ça parce qu'il sait très bien que sa place est garantie. Est-ce que c'était lourd depuis le début de la saison? C'est le fun, mais est-ce que ça devient pesant? Ouais. Beaucoup d'émotions, beaucoup de... Comme tu le dis, en pré-saison, il fallait que je me batte. Après ça, même au début de saison, j'avais pas beaucoup d'opportunités. Donc, ça a été tough aussi mentalement. Donc, pour vrai, ça fait du bien. Puis au moins que le break soit maintenant, puis au moins j'ai pu goûter un peu à c'est quoi le feeling de jouer en MLS. Donc, pour vrai, le timing est parfait, puis rentrer, puis voir les amis, la famille. Non, pour vrai, parfait. Juste pour situer les gens aussi, puisqu'il y a un contrat de première équipe, il peut pas jouer. C'est ce que toi que tu me disais, Charles-Émile, tu peux pas jouer à MLS Next Pro aussi parce que la MLS Next Pro continue pendant la Coupe du Monde en partie. Pendant la pause. Fait qu'il est obligé de prendre la pause aussi. Ça, c'est pas plus mal pour toi. C'est bon aussi. Moi, deux choses. Finir là-dessus, deux affaires peut-être. J'en ai une dernière après aussi. Est-ce que s'il y a un joueur pour les gens qui nous écoutent de Nashville, qui est peut-être moins connu, on vient de parler de Mukhtar, y a-t-il un joueur qui t'a impressionné? Y a-t-il quelqu'un qui... jetais un œil dessus là, quand vous regardez Nashville? À chaque fois qu'on me demande, moi, je réponds notre latéral droit, Andy Najjar, qui joue à Anderlecht, qui joue à DC United aussi. Un petit passage à LA. Puis il est tellement humble, tellement gentil, mais lui, c'est... Excuse-moi, techniquement, ça s'apprend pas. Il se sort de tout. C'est le meilleur latéral droit de la Ligue, moi, je pense. Moi, j'ai voté pour lui pour le match des Étoiles d'ailleurs. Puis je pense que j'ai voté pour l'équipe d'Étoiles aussi pour lui. Andy Najjar, il est top aussi. Puis c'est quoi ton prochain objectif aussi? Parce que là, c'est jouer, j'imagine, un peu plus à court terme. Ouais. À moyen terme, là, je vois Olivier avec son maillot du Canada. Deux sélections pour commencer? Ben, c'est sûr que ça, c'est une autre étape, puis c'est un autre rêve qui... Puis c'est sûr que c'est dans mes objectifs, mais une étape à la fois, continuer à avoir du temps de jeu à Nashville, puis de m'améliorer, puis on verra. Surtout avec un nouveau cycle qui va commencer après la Coupe du Monde. Il y a souvent beaucoup d'essais. Non, mais il faut chercher de la profondeur. Puis en cherchant de la profondeur, il faut sélectionner les gars aussi, pas juste attendre nécessairement de les avoir comme étoiles. Tu parlais de tes coéquipiers, deux en terminant. Le tag set, es-tu capable de le suivre? Parce que tu as un bon moteur, mais ce gars-là a 14 poumons au milieu de terrain. Il court. Pour vrai, c'est des gars que je m'inspire. Puis lui, il jouait à l'Académie de Liverpool, puis c'est là où il m'a dit qu'il a eu tous ses poumons. Ah ouais? Ouais, à cause du tempo qui le tempo, c'est fou là-bas. J'attends que tu dises dopage génétique aussi, qui rajoute un poumon littéralement. Non, puis même lui, c'est comme ces gars-là sont tellement humbles, puis tu sais, quand je fais mes débuts, ils sont tellement contents pour moi, puis on joue à la même position. Ouais, c'est ça. Puis ils me donnent toujours des conseils, puis les gars sont vraiment fins. Mais... La Coupe du Monde s'en vient un des gros sujets de discussion, peut-être pas au Canada en ce moment avec la température qu'on a, mais plus au sud, aux États-Unis, au Mexique, c'est la chaleur. Le Tennessee, ça peut devenir chaud. Dallas, ça peut devenir suffocant. Tu as joué là au collège. C'est quoi qui est le plus difficile? C'est de s'habituer à ça, parce que jouer à Dallas, par exemple, où tu as une pré-saison, tu peux faire ta saison au complet, c'est une chose, mais être catapulté dans un marché comme celui-là, quand tu as ton camp de base, je sais pas moi, à Toronto, Montréal ou quelque part plus au nord, ça peut être pas mal plus difficile. Ouais, donc moi, c'est ça. J'ai eu une pré-saison au Texas, puis ça devait être dans la pré-saison la plus difficile que j'ai eue à cause de la chaleur et de l'humidité. Donc, je me dis, si eux, ils jettent directement là-bas, ils vont avoir un choc. Mais je sais qu'ils vont s'habituer. Puis, tu sais, les joueurs de soccer, ça s'habitue vite. Là. Ouais, ça s'habitue vite, mais moi, je reviens toujours. J'étais à la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs l'an dernier au New Jersey. Écoute, je me pouvais plus, puis j'étais juste dans les estrades à prendre une bière en T-shirt tranquille. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner cet été. Charles-Émile, merci d'être passé nous voir. Je disais tout à l'heure que je savais pas si tu voulais juste un break de soccer et de jaser soccer, mais on est bien heureux que tu n'en aies pas pris puis que tu sois passé nous voir aujourd'hui. Merci les gars. On a fait notre F, Marry and Kill avec la version Nashville. Chapeau de cowboy, musique country ou bachelorette, on y reparlera. Ça sera pour l'extra. Merci Charles-Émile. Merci.